4000 ans d'histoire. Une chronique historique présentée tous les lundis à 16h30 et rediffusée vers 20h par Elias Acoca-Vigneron. Aujourd'hui, je reçois Pascal Horry pour évoquer la haine du juif. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Shalom, 94.8 de la bande FM. Et je reçois aujourd'hui, pour 4000 ans d'histoire, Pascal Horry. Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Alors, je vous présente pour les auditeurs, même si vous êtes célèbre pour tous ceux qui font de l'histoire. Vous êtes membre de l'Académie française, vous avez publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages, vous êtes professeur aussi à l'Université Paris 1, la Sorbonne. Alors des ouvrages sur l'histoire culturelle, l'histoire du Bronze Âge par exemple, mais aussi la politique culturelle du Front populaire, avec des ouvrages notamment sur Jean Zay ou Léon Blum. Et vous vous êtes intéressé aussi au fascisme, à la collaboration, par exemple cet ouvrage Les collaborateurs, publié au Point Histoire. Et il y a 2 ans, vous avez publié De la haine du juif, essai historique dans la collection Bouquins. Voilà. Alors je voudrais parler avec vous justement de cet ouvrage, d'autant qu'il est d'une tragique actualité. Et j'aimerais savoir tout d'abord pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet. À titre personnel, je pourrais dire que je ne suis pas directement concerné. Je suis ce qu'on pourrait appeler un goy. J'ai des raisons plus individuelles de l'être un peu, quand même, parce que, aux yeux de la loi mosaïque, comme on disait jadis, ma première fille serait considérée comme juive. Mais ce n'est pas suffisant. Il se trouve qu'en tant qu'historien, j'ai eu l'occasion, travaillant sur la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, de rencontrer l'expression, parmi d'autres expressions haineuses, puisqu'il s'agit en effet de haine, on reviendra là-dessus dans un instant sans doute, de rencontrer l'antisémitisme en France dans des circonstances exceptionnelles, celles de l'occupation allemande, et de la collaboration, parce que le vrai problème, c'est pas l'occupation, c'est la collaboration. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la spécificité française liée à la collaboration. Peut-être en parlerons-nous, et donc je l'ai rencontré. Ça ne veut pas dire que j'y accordais plus d'importance qu'à l'antimaçonnisme, l'anglophobie, le culte du régime autoritaire. Ça faisait partie d'un ensemble. Mais c'est vrai qu'en même temps, on est amené, historien ou pas, à s'interroger sur, en particulier, la généalogie de tout ça. Ce qui fait que peu à peu, la question de ce que l'on appellera communément, mais on va y revenir parce qu'à mon avis, il y a des risques de confusion, l'antisémitisme, m'a préoccupé. Et à un certain moment, j'ai senti que je pouvais défendre une thèse. Je le dis clairement, je suis historien, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des thèses, et en tous les cas des hypothèses à défendre, liées à l'origine, mais aussi à la continuité de la haine du juif. Et j'ai proposé le terme de haine du juif, on pourrait aussi dire judéophobie, mais je trouve que haine du juif a quelque chose de plus fort encore. Judéophobie a quelque chose d'un peu savant. Bon. C'est-à-dire que, pour moi, la question est de savoir si cette haine du juif se cristallise à une certaine époque. Je pense que oui.
Et si, traversant les siècles, elle est toujours la même? Je pense que non. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, c'est-à-dire au moment où vous et moi nous parlons, dans des circonstances d'ailleurs particulièrement dramatiques et même, disons-le, tragiques, ce soit très étranger à ce que je dis. Non, on en reparlera. Personnellement, je crois qu'il y a une origine fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il y a une date précise, mais il y a une origine. Et d'autre part, il y a une succession de périodes. Alors justement, pour revenir sur le titre de l'ouvrage, de la haine du juif, plutôt que de l'antisémitisme, votre ouvrage qui est d'ailleurs dédicacé à Léon Poliakov, qui a écrit une histoire de l'antisémitisme. Pourquoi alors vous en parlez dans la première partie de votre ouvrage, vous expliquez pourquoi vous ne donnez pas comme titre l'antisémitisme, mais la haine du juif, en revenant justement sur la distinction qu'on pourrait établir entre les deux. Je reviens un instant sur cette dédicace à Léon Poliakov. Il se trouve que j'ai travaillé avec Léon Poliakov il y a bien longtemps, dans les années fin des années 60 et 70, et j'avais été marqué par ce travail pionnier. Avant lui, on n'avait vraiment pas pris à bras-le-corps la question de l'histoire de l'antisémitisme. L'histoire du peuple juif, oui, mais de l'antisémitisme, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'on avait affaire à quelque chose qui faisait partie apparemment d'un ensemble plus vaste. Ici, le fascisme, là, je ne sais quelle autre idéologie. En fait, Léon Poliakov, avec beaucoup de subtilité, était d'abord remonté, j'allais dire, au déluge, avec un D majuscule pratiquement, et avait trouvé des convergences paradoxales. Par exemple, c'est Léon Poliakov qui avait montré qu'à l'époque moderne, qui est le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, on en parlera peut-être tout à l'heure, on sent bien naître ou renaître une haine du juif sur le modèle de la haine des jésuites. Il fallait être Poliakov pour voir que dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le complotisme, alors le mot n'existait pas vraiment, du moins d'usage courant à l'époque de Léon Poliakov, mais c'était déjà ça, et apparemment c'est toujours d'actualité. Dans le complotisme, il y avait une sorte de thèse qui avait été l'attaque en règle contre les jésuites. On pourrait se demander quel est le rapport, mais on utilisait contre les jésuites des arguments qu'on va retrouver chez certains contre les juifs. Donc tout ça était très subtil, très documenté, parfois d'ailleurs un peu complexe à la lecture. Et je crois qu'il faut une fois de plus rendre hommage à Léon Poliakov. Alors, je parlais d'hypothèse ou de thèse. Je pense qu'on peut se poser la question, en effet, de la confusion des termes. L'antisémitisme, je pense qu'on y reviendra ensuite, mais l'antisémitisme, pour moi, c'est lié à une certaine époque, dont on n'est pas sorti, mais qui ne remonte pas au Moyen-Âge, par exemple. Ça n'a aucun sens de parler d'antisémitisme au Moyen-Âge, tout simplement parce que le terme de sémite se présente comme un terme scientifique, c'est un terme linguistique, il y a des langues sémitiques, ça c'est reconnu, ça ne pose pas de vrai problème, mais vous avez un certain nombre d'idéologues qui au XIXe siècle, pas avant. Pour un historien, le XIXe siècle, c'est hier. Donc ça ne concerne pas la Renaissance, ça ne concerne pas le Moyen-Âge, etc., qui pensent qu'il y a des sémites, ce qui est déjà discutable. Il y a des gens qui parlent une langue sémitique, mais des sémites, il y a une race. Il y a une race, et ça c'est le mot clé. On y reviendra, mais c'est un raisonnement, et ça, on n'ose pas souvent le dire, c'est un raisonnement qui se veut scientifique et qui est scientiste, donc très moderne au XIXe siècle. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de continuer à croire en Dieu pour croire qu'il y a des races. C'est sur un autre terrain. Et vous aurez un racisme anti-juif qui mettra en avant le caractère sémitique de tout ça. Pas parce que c'est plus rigoureux, mais parce que ça a l'air d'être plus rigoureux. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait plus intervenir Dieu, etc. Bon. Donc, antisémitisme, moi, je ne peux pas l'utiliser pour une période antérieure au XIXe siècle. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Plus on remonte, plus on rencontre la religion. Et c'est là qu'il faut faire intervenir la notion d'anti-judaïsme. Et bien entendu, l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui a fait intervenir un troisième élément qui est l'anti-sionisme. Oui, on va y revenir. Voilà. Alors, commençons par le commencement, par l'Antiquité. Est-ce que l'on peut parler d'une haine des Juifs dans l'Antiquité ? Vous avez l'air plutôt de défendre l'hypothèse inverse. Il y a certes des tensions, mais pas réellement de haine dirigée particulièrement contre le peuple juif durant l'Antiquité. Ce que j'essaye de faire comprendre, puisque j'imagine bien que certains lecteurs, certaines lectrices peuvent aborder ce livre en se disant « mais je sais bien qu'il y a eu des tensions, qu'on pourrait même parler parfois de
vagues pogroms à Alexandrie, etc. Je pense que c'est anachronique. Nous sommes, jusqu'au christianisme, je prononce le mot fatal, jusqu'au christianisme, donc avant d'y arriver, nous sommes dans une période où les religions sont, dans l'ensemble, polythéistes, mais surtout, beaucoup plus fondamentalement que ça, ritualistes. Il y a un grand spécialiste de la religion romaine qui s'appelait John Shade, qui a bien montré ça avec un ouvrage dont le titre était superbe, « Qu'en faire, c'est croire ». C'est-à-dire qu'on croit, pour un romain standard, un grec standard, etc., qu'il faut faire les rites pour que la cité, la société tienne encore debout. Ça nous relie au Dieu au pluriel. Dans cette perspective-là, la religion, ce n'est pas une théologie, c'est un système de rites. Et du coup, il y a coexistence de systèmes de rites. Et on pourrait se dire, ah oui, mais alors, les Juifs étant monothéistes, on les a mis à part. Mais pas du tout. C'est leur particularisme. Vous n'avez que des particularismes qui sont juxtaposés. Après, c'est une affaire de géopolitique. Ça, c'est un mot qu'on peut comprendre en 2023, mais c'est de la géopolitique de l'Antiquité. Pour simplifier, les Hébreux, appelons-les Hébreux, ont connu une histoire compliquée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la religion. Et certainement pas avec le sémitisme, puisque les Assyriens sont des sémites à ce moment-là, à tout prendre. Les Babyloniens aussi, alors bon, non. Pour des raisons géopolitiques, les royaumes d'Israël ou de Juda ont connu un destin compliqué, avec un tiers parti qui était représenté par les Égyptiens. Tout ça, c'est de la géopolitique, on peut facilement comprendre ça. Il n'est pas question de dire cette religion est à exterminer parce qu'elle serait différente des autres, en particulier parce qu'elle serait monothéiste. Ça ne tient pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que après un moment où géopolitiquement les Hébreux sont victimes, quand arrivent les Perses, ils sont libérés, ils sont émancipés, et il faut savoir que du coup, les Hébreux intègrent complètement le système politique perse, et en particulier sont souvent considérés comme des forces supplétives de l'Empire perse. Or, on pourrait dire, oui, mais il n'y a aucun rapport entre la religion perse et la religion juive, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que géopolitiquement parlant, ils ont des intérêts communs. C'est ce qui va se retrouver à Alexandrie, ville hellénistique. Donc là, on passe à la domination grecque, pour simplifier, où il y a des rapports de communauté qui sont des rapports que l'on connaît bien encore aujourd'hui, où vous avez grosso modo 3 communautés, c'est même plus compliqué que ça. Vous avez les Égyptiens, vous avez les Grecs et vous avez les Juifs, qu'on peut désormais appeler Juifs. Les rapports sont en général quand même des rapports pacifiés, mais par moments, ça tourne au grabuge. Mais ce qui est important dans toutes ces histoires-là, jusqu'au christianisme, c'est de savoir quel est l'arbitrage de la puissance politique. Il faut avoir un raisonnement politique, pas théologique. Eh bien, la puissance politique, à Alexandrie, premièrement, elle veut le calme. Deuxièmement, ce n'est pas au détriment des Juifs qu'elle va arbitrer. Ça va dépendre. Ça peut être au détriment des Égyptiens, par exemple. Oui. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus simple en même temps et en même temps quelque part complexe, évidemment. Vous faites allusion le mot pogrom est justement anachronique, mais disons aux affrontements et aux violences qui ont touché la communauté juive dans la ville d'Alexandrie sous le règne de Caligula, au moment où l'Égypte, qui était sous domination, qui a été longtemps sous la domination des Ptolémées, c'est-à-dire une dynastie d'origine grecque, Cléopâtre étant la dernière reine de cette dynastie, va passer sous contrôle des Romains, et où donc il y a des affrontements. La majorité autochtone égyptienne s'en prend aux communautés grecques et juives. Exactement. Et, ensuite, s'ensuit des ambassades, l'une menée par Philon d'Alexandrie pour les Juifs, l'autre menée par Appion, justement pour plaider sa cause auprès des empereurs romains. Il s'est d'ailleurs produit des incidents analogues à l'époque grecque, et vous avez à juste titre cité le nom des Ptolémées, cette famille dite des Lagides qui règne sur l'Égypte après Alexandre. L'arbitrage est favorable aux Juifs sous les Ptolémées. De toute façon, la version grecque, qui est quand même capitale dans l'histoire de l'Ancien Testament, la version grecque de la Bible, d'après, je ne dis pas la légende, mais d'après la version standard, aurait été suscitée par un Ptolémée. Donc il est évident que les Ptolémées ne sont pas dans une situation qu'on voit bien dans les légendes et dans la réalité de prince persécuteur. Il y a l'image du prince persécuteur. Pas du tout. Et on va retrouver ça avec le fameux arbitrage dont vous parlez, dans le détail duquel je ne vais pas entrer plus que vous, à savoir que
la puissance impériale, Caligula ou Claude, souhaite surtout trouver un terrain d'entente et, au fond, arbitre en essayant de maintenir l'équilibre, mais pas de façon défavorable aux Juifs. C'est tout à fait clair. Donc, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est devant des réactions politiques, on pourrait même dire de maintien de l'ordre. Et ça va se retrouver avec la chute du temple de Jérusalem, après le fameux siège Titus. Mais Titus, certes, fait le siège, parce qu'il y a tout simplement politiquement un danger du point de vue politique romain. Je n'ai pas d'état d'âme, il n'y a pas de jugement de valeur. Vous avez des radicaux juifs qui prennent le pouvoir, mais jusque-là, quelle était la règle ? C'était la collaboration, il ne faut pas hésiter à utiliser le terme, entre les élites juives, complexes d'ailleurs, où sont les pharisiens dans tout ça, etc., les hérodiens, donc les familles princières, voire royales, juives, qui, évidemment, négocient le partage du pouvoir avec les Romains. Bon. Et c'est parce qu'il y a des radicaux juifs qui disent « Ah non, on ne peut pas admettre ça », se révoltent, que, évidemment, Titus, au nom de Vespasien, mais Titus, futur empereur, qui est, au moment où il assiège Jérusalem, qu'il va prendre, est le compagnon de Bérénice, puisqu'on a parlé de Cléopâtre, l'autre prénom des princesses grecques, c'était Bérénice. Or, elle n'est pas grecque. C'est que tout simplement, comme on fait partie de cette ambiance des élites juives qui se sont hellénisées, il y a eu des grands prêtres qui ont pris des noms grecs à ce moment-là. Aristobule. Voilà, Aristobule, etc. Donc, on imagine très bien le processus. Les élites collaborent entre elles, s'entremarient, etc. Donc, quel est le compagnon de Titus ? Racine et d'autres nous en parlent. Quelle est la compagne ? C'est Bérénice. Et qui est le généralissime qui va s'emparer de Jérusalem ? C'est un juif, Tiberius Alexander. Donc, voilà, maintien de l'ordre, mesure, non pas de simple police, ça va au-delà, évidemment, mais géopolitique, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et comme il y aura, après l'épisode du premier siège et la destruction du temple, comme il y aura principalement deux autres révoltes de radicaux juifs qui seront écrasés, on peut dire que la dernière révolte juive avant les temps modernes et encore, c'est autre chose, c'est 133. Donc 133 de notre ère. À partir de ce moment-là, évidemment, l'ordre règne en Judée, mais la dynastie qui est au pouvoir à ce moment-là, les Flaviens, la dynastie, certes, puisqu'il y a succession de 3 révoltes quand même, en assez peu de temps, va aggraver le tribut, etc. Mais quand on passe à la dynastie suivante, parce que c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement, vous avez des logiques dynastiques, ça sera la grande dynastie des Antonins. Bien, les Antonins allègent le statut des Juifs. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'à la fin de la période impériale, sous Julien, dit par les chrétiens l'apostat, puisque il a commis le pire des crimes, il a renié la religion chrétienne pour revenir à la religion de ses ancêtres, mais la mauvaise religion, celle des païens. Je rappelle que païen, ça veut dire plouc. Ça veut dire le païen, c'est celui qui n'est pas moderne, qui n'a pas compris. Vient de Paganus. Paganus, c'est le paysan. Donc c'est celui qui n'a pas compris le sens de l'histoire. C'est une mission presque moderniste de dire païen. Eh bien, Julien l'Apostat, qui retourne au paganisme, ne pourra pas régner très longtemps. On est là, effectivement, au IVe siècle de notre ère, donc de l'eau a coulé sous les ponts du Jourdain et ailleurs. Et à quoi consacre-t-il une partie de ses efforts avant de mourir ? Et ce sera la fin de cette résurrection très éphémère donc du paganisme, à lancer les travaux pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc tout ça, c'est une affaire de géopolitique. Et il est clair que dans certaines élites juives, comme dans certaines élites païennes, devant la menace chrétienne, il y a des tentatives d'union. Nous avons désormais le même adversaire qui est le chrétien. Alors, venons-en au christianisme. Le christianisme qui donc fait référence à Jésus-Christ. Jésus qui est en fait la forme latinisée de Yehoshua, qui est, tous les évangiles s'accordent à le dire, d'origine juive, d'une famille juive. Et non seulement ça, mais les 12 apôtres sont eux aussi des juifs qui décident de suivre ce nouvel enseignement. À partir de quand, finalement, le
le christianisme, je sais, c'est à partir de Paul, mais voilà, pourquoi le christianisme se détache complètement du judaïsme avec Paul et quelle implication cela va avoir? Pour reprendre votre formule à l'instant, il se détache parce qu'il en vient. Et que le problème, mais le mot problème est faible, le drame, mais le mot drame est faible, la tragédie, c'est la proximité, c'est pas l'éloignement. D'une certaine façon, les païens, ils sont éloignés, ils disent, bon, les juifs sont un peu bizarres, mais enfin bon. Non, mais là, c'est extraordinairement grave pour un chrétien de se situer par rapport à la religion qui était en effet la religion du Christ, pour simplifier. Alors évidemment, le Christ est Dieu, par ailleurs, c'est un Dieu fait homme, mais ça ne résout quand même pas tous les problèmes. On voit bien qu'il vient de ce qu'on appellerait en langage moderne une culture juive. Alors, chez Paul de Tarse, dit saint Paul, il est évident que c'est déjà problématique. La réponse de Paul, pour simplifier, c'est l'universalisme. Il n'y a plus ni grec, ni hébreu, etc. Sauf que Paul et ses successeurs, donc plutôt le 2e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, notre ère, 3e siècle, 4e siècle, etc., et ça ne va pas s'arrêter, à mon avis, avant Luther, compris, ces grands fondateurs et refondateurs du christianisme se trouvent confrontés à quelque chose qui est abyssal. Qui est abyssal, c'est que le peuple élu refuse de reconnaître son Messie. C'est abyssal, ça. Comment se fait-il que... Et donc, ce qui peut être troublant, ce qui peut être scandaleux, peut devenir quelque chose d'absolument inadmissible qui suppose un traitement violent. Et c'est ça qu'on voit peu à peu se développer au 2e siècle, au 3e siècle, chez les premiers penseurs chrétiens, avec des considérations variées. Mais le piège se referme à ce moment-là. Et en d'autres termes, la haine du juif naît de là, parce qu'on ne peut plus avoir à l'égard du juif un comportement standard, un comportement normal qui s'appliquerait à n'importe quelle religion. Ce n'est plus n'importe quelle religion, c'est la religion de ceux qui ont refusé de reconnaître la vérité du message chrétien. C'est vertigineux. Or, ça va se reproduire avec Mahomet. Puisque, comme on le sait, on ne peut pas comprendre les origines de la religion islamique sans y voir l'importance des sources chrétiennes et juives. Les spécialistes du Coran, et au-delà du Coran d'ailleurs, de la pensée musulmane, sont bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, dans le récit standard musulman, la filiation avec l'Ancien Testament est explicite. Bon, ce sont des religions abrahamiques. Sauf que, et là on retrouve un peu la géopolitique d'ailleurs, les différentes tribus qui vont se coaliser finalement les unes contre les autres, mais ce sont les tribus entre guillemets musulmanes qui vont l'emporter, se rallient à une religion nouvelle en ne tenant pas compte de l'héritage juif. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on se retrouve un peu dans la situation de Paul, sauf que bon, le style, les arguments ne sont pas tout à fait les mêmes, mais comment se fait-il que telle ou telle tribu bédouine, juive, mais bédouine, de Médine ou d'ailleurs, ne se soit pas convertie? Et là, il y a déjà quelque chose qui commence à enfoncer un coin. Et je signale tout de suite, parce que je ne vais pas franchir les siècles, mais la tragédie va se reproduire au moins une 3e fois aux origines de la Réforme. J'ai cité Luther tout à l'heure. Luther est parmi les penseurs de la chrétienté un de ceux qui va le plus en direction de l'Ancien Testament. On sait bien que les protestants se distinguent des catholiques, encore aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là, au XVIe siècle, par l'importance qu'ils accordent à l'Ancien Testament. Ils sont vétérotestamentaires beaucoup plus que les catholiques. D'où un texte de Luther qui dit clairement que Jésus-Christ est né juif. C'est extraordinaire. En plein XVIe siècle, tendre la main aux juifs. Sauf que, une fois de plus, pour la 3e fois donc, les juifs, globalement, ne se convertissent pas au protestantisme. Enfin, on aura toujours des individus ici et là à toutes les époques, mais bon. Et là, le ton de Luther va changer et à la fin de sa vie, on peut dire qu'il sera devenu anti-juif. Vous voyez, c'est quand même fondamental. On en est toujours là. C'est la proximité des sources qui rend le dialogue à peu près impossible pendant des siècles. Alors, précisons tout de suite que c'est, d'après moi, au sein du protestantisme que les esprits chrétiens ont commencé à évoluer.
Mais ça, peut-être qu'on va en reparler. Alors, oui, je veux revenir un peu au Moyen-Âge, au christianisme. Alors, effectivement, hein, donc les premiers pères de l'Église commencent à y avoir des discours, on peut dire, anti-juifs. On prend par exemple Marcion, hein, pour qui le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la colère, à ne pas confondre avec le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de miséricorde, mais qui est considéré comme hérétique, malgré tout. Jean Chrysostome, qui considère que le peuple juif est un peuple haï de Dieu, et surtout l'évêque de Carthage, Augustin, Saint Augustin, qui va bâtir un peu cette théorie du peuple témoin, à savoir les Juifs ayant été témoins de la vie du Christ, puisqu'il a vécu parmi eux, eh bien, ils ne doivent pas être convertis de force ni tués, mais en revanche, il faut les maintenir dans un état d'infériorité. Et on retrouve ça à partir du VIe siècle, même du IVe siècle, avec par exemple le concile d'Elvise en Espagne. Oui, Augustin, sur ce bloc, est un génie. Hein, la pensée chrétienne du Moyen-Âge, le Moyen-Âge sont construits à partir de la pensée d'Augustin, trouve une solution, qu'on peut qualifier en effet de géniale, à cette grande inquiétude qui peut saisir depuis le début Paul et les autres, à savoir, mais pourquoi les Juifs ne sont-ils pas illuminés par la révélation ? Et là, il a trouvé une solution rhétorique, à savoir le peuple témoin. C'est vraiment génial. Sauf que ça justifie évidemment la mise à l'écart, voire l'exclusion d'un certain nombre d'activités. Enfin, de fil en aiguille, on entre dans cette logique. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est le relais politique. Moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est une fois qu'on a brassé les grandes idées, les intellectuels, comme on ne disait pas à l'époque, les clercs, etc., pensent que, mais quelles conséquences sur le terrain est-ce qu'on en retire ? Et en particulier, quelles conséquences du côté des princes ? Du côté des États. On peut dire déjà États. Alors c'est intéressant de voir que, par exemple, ceux qui, dans l'histoire espagnole d'aujourd'hui, jouent un peu le rôle de nos mérovingiens, les Visigoths, donc des chrétiens qui ont été ariens, avec un I, pas avec un Y, qui ont été ariens, disciples d'Arius, donc assez proches de l'Ancien Testament, enfin assez vétérotestamentaires, se sont finalement convertis ou reconvertis au catholicisme, et du coup, pour prouver leur zèle, se sont mis à, on peut dire déjà, persécuter les Juifs en tant que Juifs, parce que effectivement, porteurs de la mauvaise nouvelle. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que on voit bien qu'on teste à l'époque des Visigoths, donc on est dans, grosso modo, le 6e, 7e siècle de notre ère, on teste des mesures discriminatoires qui vont se retrouver à travers les siècles du Moyen-Âge. Donc là aussi, on peut dire que le piège est en place. Alors ces mesures discriminatoires en terre chrétienne, elles sont illustrées par exemple par le concile de Latran IV, où on demande aux Juifs de porter la rouelle, on demande aux Juifs de ne pas avoir de domestiques chrétiens, de ne pas avoir de lieu de culte apparent, de ne pas exercer de responsabilité. Est-ce que ces mesures du Concile Latran IV, elles sont appliquées directement, ou justement, est-ce qu'il n'y a pas des princes ensuite qui vont devoir se faire le relais de ces préconisations de l'Église catholique ? Ce qui donne le vertige avec Latran IV, mais il y a eu des précédents et il y aura des suivants, c'est que ça a des échos en plein XXe siècle. Hein, puisque dans les textes nazis, l'idée que, évidemment, un arien puisse servir un juif est absolument banni. La rouelle, alors les musulmans ont commencé à tester le signe distinctif. La rouelle, ça nous donnera l'étoile jaune. Donc il y a à la fois une continuité, il y a bien sûr des ambiances culturelles différentes, mais il y a une continuité, en particulier dans les mesures vexatoires, voire plus que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la sociologie s'en mêle, que le Moyen-Âge du XIIIe siècle, puisqu'on vient de citer le XIIIe, du XIVe siècle est un Moyen-Âge qui est de plus en plus urbain, où des intellectuels, ça m'avait beaucoup frappé en travaillant là-dessus, des intellectuels médiateurs très, très écoutés par ces populations, bon, certes majoritairement rurales, mais là en l'espèce souvent urbaines, les villes de la Rhénanie, etc., qui sont les ordres mendiants, qui sont des franciscains,
qui sont des dominicains, alors les dominicains seraient, pour simplifier, les intellectuels, les franciscains sont plus proches du peuple, sont souvent des, sinon des pogromistes, en tous les cas, des clercs qui appellent, dans certaines circonstances exceptionnelles, mais fréquentes, qui appellent à réprimer les Juifs parce que, effectivement, ils commencent à cumuler, donc ça se modernise peu à peu, des signes d'infamie théologique et puis des signes d'infamie économique. Donc, on va commencer à entrer dans la logique où on va les exclure de telle ou telle profession et les concentrer sur les professions infamantes, celle du rapport à l'argent. Donc, il y a quelque chose d'un peu moderne qui annonce l'antisémitisme, sauf qu'on est encore toujours dans l'antijudaïsme. Alors, si on prenait État par État, faut-il dire déjà nation? Là, on peut dire que la nation, au sens moderne du terme, est en train de se cristalliser quelque part entre la fin du Moyen-Âge et les débuts des, entre guillemets, temps modernes. On verrait qu'il y a un cheminement, par exemple, espagnol, très spécifique, que l'Inquisition, qui n'est pas exclusivement espagnole, loin de là, mais que l'Inquisition va être un système de reprise en main par les clercs sur... alors, toute forme entre guillemets d'hérésie. Il n'y a pas que la situation des Juifs qui soit mise en avant par les inquisiteurs, mais on sent bien qu'on entre dans une logique où, par exemple, la pureté du sang, à la fin de la période médiévale, au début de la entre guillemets Renaissance, mais enfin qui sur ce plan-là n'est pas une période très ouverte, on sent bien que se posent peu à peu des éléments qui vont servir, dans lesquels on va puiser jusqu'à nos jours. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait eu des violences très fortes contre les Juifs lors des croisades, avec la croisade des pauvres gens, justement, avec des clercs, alors pas encore les ordres mendiants, mais notamment lors de la première croisade, Pierre l'Ermite, qui incite ce qu'on pourrait appeler des pogroms, même si le terme n'existait pas encore contre les Juifs, au moment de la peste, 1348-1349. Mais ce qui, change en Espagne, c'est justement ces lois de pureté du sang qui vont toucher y compris des Juifs convertis au christianisme, qu'on suspecte de judaïser en secret, et que donc on va exclure de certaines fonctions publiques, même si ce sont des bons chrétiens, sous prétexte de leurs origines juives, de leur hérédité. Ce n'est pas un anachronisme, je maintiens, que de dire que là, on est déjà dans une logique qui va conduire à l'antisémitisme. En d'autres termes, votre conversion, et c'est quand même troublant d'un point de vue théologique pour un chrétien standard, votre conversion ne suffit pas. Alors qu'on pourrait considérer que c'est ça qui est le plus important. Mais non, il y a quelque chose qui vous attache par le sang à une généalogie et vous n'en sortirez jamais. C'est la situation qu'on connaîtra pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça qui est frappant. Il faut ajouter que d'un point de vue géopolitique, une fois de plus, la puissance musulmane émergente qui est l'Empire ottoman va jouer finement pour encourager les Juifs persécutés. Donc évidemment, on connaît la chute de Grenade, mais aussi simultanément la chute de Grenade, donc au règlement, entre guillemets, par la violence, de la question, la supposée question musulmane, le règlement de la supposée question juive, vont accueillir, vont en tous les cas encourager l'exil en terre ottomane de ces Juifs persécutés. Donc il se met en place un jeu assez subtil qui configure, on peut dire, les temps modernes sous la forme suivante. En effet, pour des raisons entièrement géopolitiques, les Ottomans, je dirais les Ottomans plus que telle ou telle principauté, parce qu'il y a eu des massacres de Juifs par des princes musulmans au Moyen-Âge, y compris en Espagne. Il faut se méfier du mythe de Cordoue. Oui, il y a eu des moments de fraternisation, mais enfin, bon, il y a eu aussi des massacres. Et oui, comme à Grenade au XIe siècle, voilà, Joseph Ibn Agrella, vizir et fils de vizir, est massacré lors d'un pogrom où on tue 4000 Juifs. Et on est dans l'Espagne musulmane, à l'Andalous, du XIe siècle. Exactement. Et puis, il y a un élément nouveau, là j'y reviens, c'est le protestantisme. Puisque le luthéranisme conservera jusqu'à une période récente, je pense jusqu'au XXe siècle, où un certain nombre de luthériens se rallieront par exemple au nazisme, pourra conserver une certaine distance à l'égard des Juifs pour généraliser. En revanche, chez les calvinistes, sans vouloir idéaliser spécifiquement les calvinistes, on voit bien
que la pensée théologique est tellement vétérotestamentaire que il y a une sorte d'entrée respectueuse dans la pensée de l'autre à travers ces théologiens calvinistes, peut-être pas tellement, un peu du XVIe, mais surtout du XVIIe siècle, ce qui explique que les premiers États chrétiens qui tolèrent les Juifs sont de coloration, de connotation calviniste, en particulier les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas. Et c'est là que je voudrais signaler quelque chose qui m'a illuminé en écrivant ce livre et à quoi je n'avais pas pensé, et donc je la livre aux auditeurs, aux auditrices. Fondamentalement, ce qui va se mettre en branle à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est le changement de regard d'un certain nombre de chrétiens, de goïs, sur les Juifs. Car depuis 133, il n'y a eu aucune révolte juive victorieuse. D'ailleurs, celle de 133 n'est pas victorieuse. Donc, c'est chez les non-juifs que ça évolue. Sinon, au moment où nous parlerions en ce moment, on en serait toujours au XVIe siècle. Pourquoi y aurait-il un changement ? Il y a un changement parce que la pensée chrétienne bouge. Oui. Et ça conduit à des formes de tolérance, alors qui vont au-delà de la pensée chrétienne, parce qu'évidemment, ça part des Pays-Bas, fin XVIe, début XVIIe, ça gagne l'Angleterre, à l'époque de Cromwell, par exemple. Et qui acceptent que les Juifs reviennent en Angleterre, alors qu'ils en avaient été expulsés en 1194, l'Angleterre ayant été le premier pays à expulser les Juifs. Suivra la France, 1306, l'Espagne, 1492, et Cromwell, effectivement, leur permet de revenir tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Cromwell représente une première variante radicale, disons, presbytérienne pour simplifier, de la Révolution anglaise, mais c'est un échec politique. Or ça va demeurer. Et ces vainqueurs, en tous les cas ceux qui vont lui succéder, qui sont à l'origine de la grande révolution, le mot révolution, on ne le sait pas toujours, a été inventé à cette occasion. La révolution anglaise de 1688, un siècle et un an avant la française, ce qu'avait rappelé Madame Thatcher quand elle était venue à l'invitation de François Mitterrand participer à la célébration du bicentenaire. Elle avait dit oui, mais nous autres Anglais, on a un siècle et un an d'avance, évidemment, vous ne pouvez pas manquer ça. Donc cette révolution de 1688 va confirmer cette tolérance. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'elle prit le parti inverse. Non, on entre dans une logique qu'on pourrait qualifier de libérale, qui a ses limites, bien sûr, mais qui permet d'abord de construire des édifices religieux ou para-religieux intermédiaires comme la franc-maçonnerie, hein, et par ailleurs, une vraie tolérance qui se voit d'ailleurs dans le regard des visiteurs, quand les visiteurs se retrouvent soit aux Pays-Bas, soit en Angleterre, et qui viennent de pays catholiques, qui sont très étonnés qu'on puisse visiter des synagogues. Parce que dans leur pays, c'est interdit, où il n'y a pas de synagogue, etc. Donc on sent bien que là, le mouvement est désormais bien engagé à travers la notion de tolérance. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'édit de Nantes, c'était un édit de tolérance. Alors cette tolérance avait concerné au XVIe siècle les relations entre catholiques et protestants. Cette tolérance avait été loin d'être majoritaire, mais enfin elle existait, pas d'ailleurs tellement en France justement, mais en Allemagne, en Suisse, etc. Et ça va intégrer presque logiquement, mais par proximité protestante, les Juifs. Étant bien entendu qu'il faut quand même qu'il y ait des moments d'accélération et qu'en particulier le siècle des Lumières et la Révolution française intègrent à leur programme ce qui ne va pas de soi. Posteriori, on peut dire, bah oui, c'est très logique. Ce n'est pas si évident que ça. Même au sein des révolutionnaires, il pouvait y avoir débat. L'émancipation des Juifs. Oui, d'ailleurs, elle ne se fait pas tout de suite. Cette émancipation, elle se fait en 2 temps. D'abord, les Juifs séfarades de Bordeaux et des États pontificaux. Puis, 1 an plus tard, les Juifs ashkénazes d'Alsace, justement parce qu'il y a eu des oppositions qui ont bloqué un peu l'émancipation des Juifs pendant 1 an. Sans vouloir accabler les luthériens, quand même, ils sont prédominants en Alsace. Hein. Et il se passe des choses très intéressantes. On peut dire que vous avez quelques penseurs, l'abbé Grégoire, quelques penseurs de la Révolution qui sont incontestablement radicaux sur le plan politique et qui intègrent, alors non sans ambiguïté, parce que le siècle des Lumières, ça se voit bien dans le dialogue entre Voltaire et un clerc, si j'ose dire, juif à cette occasion. Voltaire se rend aux arguments de son interlocuteur, mais en concluant, écoutez, soyez comme moi, c'est-à-dire soyez un esprit libre,
tolérant, etc. Bon, je vous concède que vous pouvez continuer à pratiquer votre étrange religion. C'est nouveau comme type de discussion. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une égalité de traitement. Mais progressivement, on va y parvenir. Sous Napoléon Bonaparte, la perspective, ça c'est très français, est une perspective, là aussi, d'ordre public. Napoléon Bonaparte veut surtout que les différentes communautés spirituelles françaises fassent bloc autour de lui. C'est ça. Donc, il va, pour les juifs comme pour les francs-maçons, d'ailleurs, et bien sûr pour les catholiques avec le Concordat, mettre en place des structures qui sont d'abord destinées à les maintenir sous le contrôle de l'État, ad maiorem gloriam de l'Empire, bien sûr. C'est le consistoire qui est créé donc par Napoléon au moment du Concordat, justement. C'est à peu près concomitant. Alors justement, cette philosophie des Lumières, un peu ambiguë, notamment avec Voltaire ou même Rousseau, elle permet aux Juifs de s'émanciper lors de la Révolution française, et cette émancipation va ensuite se répandre en Europe, notamment avec Napoléon, qui fait par exemple sortir les Juifs italiens des ghettos. Mais ça suscite bien sûr des réactions. Alors, dans votre livre, vous dites qu'il y a deux types de réactions à cet ordre libéral qui va s'imposer progressivement au XIXe siècle. C'est d'un côté le traditionnalisme, notamment l'idée de complot qu'on retrouve avec l'abbé Baruel, un ancien jésuite, et qui va avoir une postérité malheureuse, et de l'autre, le socialisme. Alors peut-être commençons par le traditionnalisme, justement ce que Zef Sternel appelait les anti-lumières. Oui, il est intéressant de noter, c'est pourquoi j'avais insisté sur ce point, que cet abbé Baruel, on l'appelle toujours abbé, c'est d'abord un jésuite, quoi. Et c'est un jésuite qui ne peut plus l'être, puisque les jésuites sont victimes d'une persécution de la part des Lumières. Donc il n'est plus qu'abbé en quelque sorte. Mais d'une certaine façon, il retourne le stigmate et l'affaire est maintenant bien connue, on a beaucoup glosé là-dessus. Baruel va construire l'hypothèse, appelée un grand succès, du complot maçonnique. Toujours cette histoire des relations complexes entre franc-maçonnerie, judaïsme, etc. La Révolution française est inimaginable pour une pensée traditionnaliste, donc il faut bien qu'il y ait un complot. On connaît ça aujourd'hui. Il faut bien qu'il y ait des malfaisants qui complotent dans l'ombre. Et ce sont les francs-maçons. Et Baruel raconte, on ne sait toujours pas si c'est réel ou s'il a inventé ça pour justifier une sorte de réédition de son ouvrage, mais qu'il a reçu une correspondance d'un officier italien dont on n'a pas retrouvé la trace. Mais supposons qu'il y ait eu cette correspondance, ça ne change rien au résultat, lui disant « Mais, monsieur l'abbé, tout à fait d'accord avec vous, mais vous avez oublié un complice qui est le juif. » Et, comme dirait l'autre, bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais oublié les Juifs. Et donc, dans la nouvelle édition de son ouvrage, l'abbé Baruel modifie la perspective en développant les excellentes raisons d'inclure les Juifs dans le complot. C'est donc le complot judéo-maçonnique dont on sait qu'il existe encore aujourd'hui dans certaines têtes. Oui. Alors ça, c'est le côté traditionnaliste qui va perdurer, j'allais dire, jusqu'à nos jours, dont il faut bien voir, j'anticipe un peu, mais pour me faire comprendre, qu'il va essaimer dans la pensée islamique, bien entendu. À savoir que les Juifs, les francs-maçons s'associent pour mal faire. Bon. Et puis, il y a la perspective que vous avez en effet qualifiée de socialiste. Pour simplifier, c'est là qu'on peut parler d'antisémitisme. Une partie de la pensée socialiste n'est pas matérialiste. Mais plus on ira, plus marxisme ou pas, on cherchera à construire un système qui n'ait plus besoin de référence à une transcendance chrétienne ou autre. Bon. Mais plus généralement, dans la perspective socialiste, il y a la prise en considération d'états économiques qui vont, dans la forme marxiste extrême, se signifier une lutte des classes. Bon. Et à partir de ce moment-là, vous avez un changement de perspective sur les agents de l'histoire. Les agents d'histoire, ce peuvent être effectivement le prolétariat, mais ce peuvent être aussi les capitalistes. Et dans ces capitalistes, il y aura non plus le petit usurier juif alsacien, mais Rothschild. Pourquoi pas ? Et de plus en plus Rothschild. Ce qui est vrai, c'est qu'on va retrouver ça dans la pensée, alors plus ou moins formalisée, d'un Fourier
et de quelques autres, de Proudhon, c'est encore plus net. Mais c'est là qu'on va rencontrer le terme d'antisémitisme, puisque c'est dans la culture allemande. Alors, il ne faudrait pas qu'on croie que parce qu'on a pris, vous et moi, des exemples en France depuis un certain temps, tout ça soit spécifique à la France. Il y a un grand mouvement international, révolutionnaire, qui parcourt le 19e siècle, qui se heurte à des difficultés comme après 1848, mais qui finalement finit par les surmonter, en tous les cas, poursuivre le mouvement. Et ce mouvement, qui se présente comme émancipateur, doit avoir des adversaires, bien sûr, pour expliquer que cette émancipation se heurte à un mur. Et parmi ces coupables, il y a les Juifs dans la pensée d'un certain Wilhelm Marr, pour ne citer que lui, mais c'est quand même lui qui fonde le terme antisémitisme, et qui fonde non seulement un raisonnement antisémite, c'est-à-dire anti-juif matérialiste. Traduisons, il n'est plus nécessaire de croire en Dieu pour haïr les Juifs. Ça, c'est génial, c'est une nouveauté. Et d'autre part, qui crée une ligue, donc qui passe de la théorie à la pratique. Alors le personnage de Marr, qui est mieux connu maintenant, qui n'intéressait personne il y a encore 50 ans, se révèle assez complexe, peu importe. Mais c'est très significatif que ce soit, pour simplifier avec les mots d'aujourd'hui, un intellectuel d'extrême gauche qui invente le mot antisémite. Ça dit beaucoup de choses. Et on va retrouver ça dans le socialisme de la fin du 19e siècle, la recherche d'un socialisme national, pour ne pas dire d'un national-socialisme. Et prenons le cas de cette famille politique très française que sont les blanquistes, c'est-à-dire des socialistes autoritaires, pour simplifier, qui pensent qu'il faut aller jusqu'au coup d'État, c'est-à-dire que c'est le retournement positif du complotisme. C'est une avant-garde qui doit prendre en main les intérêts du prolétariat, c'est-à-dire que les blanquistes, c'est pas anecdotique du tout, au motif qu'ils ne prendront jamais le pouvoir, mais non, c'est que c'est le chaînon manquant entre les jacobins et les bolcheviks. Donc Lénine est un héritier, quelque part, de Blanqui. Et ça, c'est plus compliqué que ça, mais fondamentalement, c'est ça. Eh bien, ces blanquistes sont, pour la plupart, anti-juifs. Vous avez même des communards antisémites, alors effectivement, antisémites qui n'hésitent pas à penser que tout ça, c'est le résultat d'un affrontement entre ariens et sémites, c'est-à-dire quelque chose de scientifique. Oui, moi, je suis un savant. Je laisse de côté l'antijudaïsme chrétien, voire musulman, mais je vous dis qu'il y a des races et que les Ariens et les Sémites sont programmés pour s'opposer de toute éternité. On est vraiment là dans la science moderne. Alors d'ailleurs, Blanqui a lui-même préfacé un ouvrage antisémite, celui de Gustave Tridon, Le molokisme juif. Oui, voilà, c'est clair. Et il faut quand même le rappeler, parce que, évidemment, prenons le cas là, du coup de la France, l'affaire Dreyfus va reconfigurer tout ça, parce que jusqu'à l'affaire Dreyfus, on peut considérer que une partie non négligeable, on ne va pas mesurer est-ce que c'est la majorité, des penseurs et surtout des militants socialistes est quand même tenté de verser dans l'antisémitisme. Et les circonstances françaises vont faire que les socialistes, dans leur ensemble, non sans hésitation, vont se rallier au dreyfusisme. Il faut bien voir que le cœur des Dreyfusards, ce ne sont pas les socialistes. Alors, vous avez d'une part Bernard Lazare, mais lui, il ne fait pas école. Et lui, il serait proche de l'anarchisme. Et puis, vous avez en fait, je dirais, des républicains modérés. Jean Kessner, etc., ce ne sont pas des socialistes. Donc, le noyau Dreyfusard n'est pas socialiste. Mais, bien entendu, des personnalités comme Léon Blum sont les témoins de ce qu'il peut y avoir à ce moment-là une convergence autour des valeurs, de la République, des droits de l'homme, etc. Oui, et alors par exemple, pour prendre les exemples les plus célèbres, Jean Jaurès, Émile Zola, chez lesquels, alors, par exemple Jean Jaurès, lors du premier procès de Dreyfus, dit qu'il aurait fallu condamner ce juif à mort. Émile Zola, dans L'Argent, a écrit des mots très ambigus, même antisémites en partie, et pourtant, ils vont effectivement basculer dans le camp du dreyfusisme, et ils vont basculer dans le camp du dreyfusisme, d'abord pour une raison politique, une fois de plus. Pensons à la politique. C'est qu'ils voient bien que l'énergie des anti-dreyfusards est anti-républicaine. Et que les anti-dreyfusards, dont certains sont des populistes reconvertis dans l'antisémitisme, je dis populiste, c'est un terme qui n'est pas utilisé à l'époque, mais c'est déjà le cas des boulangistes. Les boulangistes ne sont pas antisémites en soi, ce sont des populistes, sauf qu'après leur défaite, je ne vais pas entrer dans le détail, eh bien l'aile gauche
des boulangistes, car il y en a une gauche, socialiste nationale, généralement se reconvertit dans la haine du juif. Et ça a un écho d'ailleurs dans la pensée d'extrême droite, parce que chez Maurras ou d'autres, il y a l'idée qui fait réfléchir que la haine du juif, ça nous rapprochera du peuple. Ça veut donc dire qu'à tort ou à raison, on considère que la haine du juif est quelque chose d'assez populaire dans la population française, pour que Maurras et d'autres disent « soyons un peu peuple, haïssons les juifs ». Ça dit beaucoup de choses. Mais tout ça fait que Jaurès, Zola et tant d'autres vont conclure que non, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils donnent des arguments aux pires adversaires qui veulent la révolution, la contre-révolution anti-républicaine. Donc cet élément non pas géopolitique, mais en tous les cas de calcul, de stratégie politique, va jouer certainement un rôle dans le ralliement. Et c'est vrai que cela va accélérer aussi l'évolution des juifs républicains. Moi, vous l'avez dit, j'ai quand même assez longtemps travaillé sur Léon Blum, dont on vient de sortir un texte méconnu qui s'appelle « Le dernier mois », dont je recommande la lecture aux auditeurs, aux auditrices, mais là qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Bon, il est évident que Léon Blum, dans un premier temps, est un admirateur de Barès. D'ailleurs, il a une grande honnêteté, il dit que Barès, c'était son idole, hein, quand même. Et c'est Barès qui évolue dans un sens que désapprouve Blum, hein, il faut bien penser à ça, que le premier texte politique de Léon Blum est dédié à Maurice Barès. Bon, il y a toute cette, non pas ambiguïté, c'est ambigu a posteriori, qui fait que les choses se recalent très vite autour de la notion de défense républicaine. Et à ce moment-là, vous avez des arguments qu'on peut chercher du côté des droits de l'homme. Bon, et grosso modo, le socialisme et, disons, la gauche française entrent dans le XXe siècle, on va dire, presque philo-sémite. En tous les cas, ça paraît appartenir désormais à son capital intellectuel, ce qui suscite d'ailleurs l'antisémitisme de la droite et surtout de l'extrême droite. Alors, juste pour bien comprendre les choses, hein, parmi les populistes de gauche, je pense à un ancien communard qui a été boulangiste, Henri Rochefort, qui fonde le journal La Lanterne, et qui va basculer complètement dans l'antidreyfusisme et dans l'antisémitisme le plus virulent. Et on peut citer aussi Georges Vacher de la Pouge. Alors là, on est vraiment dans une pensée qui annonce celle du nazisme, on peut dire, qui écrit L'Arien, son rôle social, en 1899, et qui pourtant vient de la gauche. Donc il y a politiquement, les grands partis de gauche, effectivement, se débarrassent de cet antisémitisme, mais malgré tout, il y a encore des figures qui seront reprises par la suite, mais qui basculent dans l'autre camp, on va dire. Ils cessent de se revendiquer de gauche, des gens comme Georges Vacher de la Pouge ou Henri Rochefort. Disons que ça les agace d'être classés, donc ils vont dire nous sommes ailleurs, etc. Mais c'est vrai que leur isolement, aussi bien intellectuel que politique, fait qu'ils se rapprochent ou ils sont récupérés par la droite extrême, oui. bien entendu. L'une des questions qui se pose au même moment à l'échelle mondiale, c'est que les Juifs émancipés des différents pays occidentaux et puis finalement de proche en proche, la Russie, vont très souvent investir leur énergie messianique dans le socialisme et par exemple, mais pas seulement, parce qu'il faut quand même insister sur l'importance des Juifs dans la social-démocratie, ceux qui seront la victime des bolcheviks, mais aussi dans le communisme. Oui, alors dans le communisme, effectivement, il y a une surreprésentation des minorités. Les Juifs, bien sûr, mais aussi les Polonais, par exemple. Je pense à Félix Dzerzhinsky, premier chef de la Tchéka, Joseph Dougachvili, dit Staline, qui est quand même pas russe, il est géorgien au départ. Et donc, effectivement, comme ils sont mis à l'écart, persécutés par le régime tsariste, ils se tournent vers les alternatives révolutionnaires. Et pour revenir justement à la Russie, il y a, à partir de 1905, un fameux faux, le protocole des sages de Sion, commis par la police tsariste, qui récupère le thème du complot judéo-maçonnique, avec cette idée d'un complot où le congrès juif, le congrès sioniste mondial qui s'est tenu à Bâle en 1899, en fait, serait un plan de domination du monde. Oui, tout à fait. Et il y a eu une très belle enquête, il y a déjà longtemps, de Norman Cohn sur les origines de ce faux,
anti-juif, antisémite, anti-tout, à la limite, qui s'appelle les protocoles des sages de Sion, et qui est une vision fantasmée, comme vous l'avez bien dit, de la constitution d'un mouvement sioniste. Bon. Et cette idée qu'il y a une internationale juive qui était déjà présente est structurée par le fait qu'il y a effectivement par ailleurs une internationale sioniste. Ça, c'est pas niable à la fin du XIXe siècle. Et on a découvert, même de façon anecdotique, que ce faux a été forgé à partir d'un texte français qui n'était pas du tout anti-juif, mais qu'on a détourné de son sens. Et donc, il est vraisemblable que ces policiers et ces intellectuels, parmi lesquels semble-t-il un juif converti, qui se sont attachés à fabriquer ce faux, l'ont fabriqué à la Bibliothèque nationale. Ça donne le vertige aussi. Et ce faux, il faut le dire, là aussi j'anticipe, ce faux est actuellement une référence dans certains milieux du Hamas. Dans la charte du Hamas, il est cité. Donc, on voit très clairement le cheminement via, en particulier, les frères musulmans, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Les frères musulmans sont certes islamistes, mais ils empruntent à l'Occident tout ce qui les arrange, et en particulier l'hypothèse d'un complot international juif. Alors, on va rester en Europe, on va ensuite parler du monde musulman, bien sûr. Ce protocole des sages de Sion, il va être traduit. Ce sont les protocoles. Les protocoles des sages de Sion vont être traduits en anglais, en espagnol. Henry Ford, le célèbre constructeur automobile, va s'en faire la promotion avec un livre qui s'appelle The International Jew. Le New York Times, pendant un temps, va même dire que c'est un livre formidable avant de se dédire un an plus tard et de se rendre compte qu'il s'agit d'un faux. Et ça s'accompagne de violences, de pogroms. Là, on peut vraiment parler de pogroms. Il y en avait déjà eu dans les années 1880, en 1905, contre les populations juives de l'Empire russe. On peut dire que la définition du pogrom pur et simple, c'est une insurrection instrumentalisée par le pouvoir politique. Alors, parfois, il s'agit vraiment d'une intention de ce pouvoir, donc pour simplifier, tsariste. Parfois, il s'agit d'une récupération au passage, mais en tous les cas, ça colore bien l'ambiance générale dans l'Empire des Tsars, qui connaît un mouvement d'émancipation très contrôlé des Juifs, mais qui, justement, même s'il est très contrôlé, provoque une sorte de panique morale chez les non-juifs, etc. On est vraiment dans une situation qu'on va retrouver, d'ailleurs, tout au long du XXe siècle dans certains pays. Le modèle du pogrom étant russe, vous aurez aussi le modèle de l'exil vers l'Ouest, donc les États-Unis, la France, les pays, l'Angleterre, les pays plus accueillants. Et surtout, il faut bien penser au rôle des Russes blancs. Alors, de certains Russes blancs, puisque j'ai signalé tout à l'heure le fait que parmi les victimes des bolcheviks, il y a les sociodémocrates en tête. Kerensky. Lénine n'a jamais renversé un tsar. Il a renversé un social-démocrate qui s'appelait Kerensky, qui avait d'ailleurs accéléré les mesures d'émancipation des juifs russes, etc. Mais parmi les Russes blancs, il y a quand même beaucoup de nostalgiques du régime, et ce sont eux qui vont favoriser la diffusion en Occident des protocoles des sages de Sion. Ça m'a fait toujours penser un petit peu à, c'est une métaphore, dans Dracula, ces bateaux qui apportent la peste, comme dira plus tard dans d'autres circonstances Sigmund Freud. Oui, la peste arrive, pour simplifier, avec les Russes blancs. Et la traduction dans les langues occidentales de ce texte, qui était jusque-là un texte très, très confidentiel, et qui va connaître des traductions en arabe dans l'entre-deux-guerres. Et qui sont les traducteurs, d'ailleurs, en arabe des protocoles des sages de Sion? Des chrétiens. Coptes, par exemple. Ouais. Parce que le christianisme va jouer un rôle important dans la naissance du nationalisme arabe, puisque les chrétiens sont plus directement influencés par le mouvement national européen que les musulmans. Mais entre parenthèses, signalons-le au passage, parce que ça c'est la tragédie intégrale, c'est que le mouvement national arabe comprendra en son sein une surreprésentation des chrétiens et une surreprésentation de juifs. On ne comprend rien au mouvement national égyptien, par exemple, ou même syrien, si on oublie qu'il y a eu des juifs dans cette affaire-là, et qui n'ont évidemment pas vu le piège dans lequel ils tombaient. Oui, parce qu'en fait,
pour replacer, pour que les auditeurs comprennent bien, ce nationalisme arabe qui sera incarné par les différents partis basses qui vont prendre le pouvoir en Égypte avec Nasser dans les années 50, en Syrie avec la dynastie des Assad, en Irak avec Saddam Hussein. C'est en fait né dans les années 20, essentiellement en Égypte, en réaction à l'Empire ottoman qui se présente comme le champion des musulmans, mais qui n'est pas arabe, qui est turc, et enfin voilà, où les élites turques dominent, mais qui fait accepter sa domination en se montrant comme le champion de la cause sunnite. Et donc forcément, c'est dans les populations arabes non sunnites que y a le plus de refus de ce discours, de cette rhétorique ottomane. Il est clair que le mouvement national arabe est plutôt, puisque c'est un mouvement très minoritaire dans les années 1910-1920, est plutôt un mouvement laïque. En tous les cas, on ne se présente pas comme islamique, a fortiori islamiste. Mais très vite se pose la question des colonies juives. Et c'est là qu'on arrive, à mon avis, dans la troisième époque, qui sera celle de l'antisionisme. Donc, continuons sur l'antisémitisme. Les frères musulmans, qui sont un renouvellement assez fondamental de la pensée islamique, mais aussi de la pensée nationale arabe, qui, pour l'essentiel, naissent en Égypte, vont prendre leur bien là où ils voudront, et en particulier réactiveront l'antijudaïsme traditionnel, mais traduit dans les formes modernes, parce que les dominants, ce ne sont plus alors les Ottomans qui se sont effondrés, ce sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons, et plus généralement ce monde décadent, mais quand même dominant. Et on est dans cette contradiction-là, ce qui fait que quand les nationalistes arabes prennent le pouvoir, à la place souvent de potentats considérés à tort ou à raison comme très dépendants des Occidentaux, donc Nasser est un bel exemple, que se passe-t-il avec Nasser en Égypte ? C'est l'expulsion, alors pas seulement des Juifs, l'expulsion réelle, enfin je veux dire, les mesures sont soit directes, soit indirectes, mais aussi effectivement des Italiens, des Grecs, des Juifs. Les guerres successives de l'État d'Israël et en particulier, effectivement, la crise du canal de Suez, servant alors on ne dirait pas de prétexte, mais en tous les cas d'occasion pour quand même mettre en place une politique qui ne sortait pas de nulle part. Oui. Alors parallèlement à la naissance des nationalismes arabes, de l'islamisme avec les frères musulmans, en Europe, les années d'entre-deux-guerres, c'est la montée en puissance du fascisme. Vous connaissez bien, vous avez écrit des livres sur le sujet. Le fascisme, au départ, qui n'est pas anti-juif et qui va le devenir, en fait, au fur et à mesure du rapprochement avec l'Allemagne nazie. Oui, est-ce qu'il faut distinguer fascisme italien et national-socialisme allemand ? Certainement, si on considère la dimension culturelle, c'est-à-dire que l'un naît dans une Italie où le problème juif n'est pas central, beaucoup moins qu'il l'a été en France à un certain moment, mais comme l'a bien montré une remarquable historienne française, Marianne Mattard-Bonucci, il y a quand même des éléments qui sont là, présents, qui ne demandent pas mieux que de saisir des occasions pour s'exprimer, et ça se voit très clairement dans l'évolution du fascisme italien. En effet, au sens strict, si on lit fascisme à l'Italie, ce que font certains historiens, à mon avis, ils ont tort, on pourrait dire que les origines ne sont absolument pas antisémites, et d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que le premier intellectuel fasciste notable, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Dux, le chef, c'est une femme d'abord, donc c'est assez rare. On est au début des années 1920, c'est la maîtresse de Mussolini, Margherita Sarfatti en plus. Qui est juive. Voilà, qui est donc juive. Donc il n'y a pas une contradiction fondamentale, du moins dans la pensée de ces juifs intégrés. C'est toujours la même chose. Intégrés, pas de problème. Non, effectivement, il y a deux éléments. Il y a bien sûr le rapprochement avec le national-socialisme, c'est-à-dire le fait qu'au milieu des années 30, le rapport de force entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie se renverse en faveur de l'Allemagne. Et Mussolini, pour diverses raisons, devient le suiviste d'Hitler. Et il trouve donc dans la pensée fasciste des éléments pour justifier l'antisémitisme. Donc il y avait quand même dans le nationalisme, donc
quand même la xénophobie, qui est consubstantielle au nationalisme extrême, des éléments qui permettaient, c'était une sorte de vivier dans lequel on pouvait puiser pour mettre le juif italien au banc de la nation. Alors, c'est relativement tardif, ce sont les années 37-38, mais il y a un rattrapage quand même extrêmement rapide, comme on le sait. Le national-socialisme, en revanche, culturellement, vient de cette Europe centrale, disons, austro-hongroise, où a germé, en effet, l'hypothèse d'un socialisme national qui a eu du mal à s'épanouir en France pour les raisons qu'on a dites, parce que d'abord, c'est une république démocratique, libérale, parlementaire, tout ce qu'on veut, laïque, très important. En Autriche-Hongrie, non. Et là, comme on le sait, Hitler s'explique très largement par l'ambiance austro-hongroise, par la ville de Vienne, avec son maire populiste, pourrait-on dire aujourd'hui. Karl Lueger. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il est clair que dès les origines du national-socialisme, il faut quand même insister sur le fait qu'il y a le mot socialisme. D'autant plus que c'est national-socialisme des travailleurs allemands. Donc ce qu'on peut appeler le populisme est déjà là dans sa pure et simple forme. La haine du juif est structurante. Donc il y a deux modèles culturels en quelque sorte. Et ce qui est important aussi, comme réflexion presque philosophique, c'est que c'est le modèle le plus anti-juif qui va l'emporter. Comme référence, et le fascisme italien va se diluer à son contact. Oui. Alors, bien sûr, la haine anti-juive atteint un paroxysme, on va dire, durant la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en œuvre de la Shoah. Parmi ceux qui vont collaborer à cette Shoah, si on prend l'exemple de la France, il va se trouver des gens qui venaient de l'extrême droite, évidemment, mais aussi des gens qui venaient de gauche et qui s'étaient pas particulièrement illustrés avant-guerre par leur antisémitisme. Je pense à Déa, Laval, qui était socialiste, qui va être Premier ministre de Vichy, donc Marcel Déa, collaborationniste, qui venait du Parti socialiste lui aussi, ou bien sûr Jacques Doriot, qui lui venait même du Parti communiste et qui va finir à Silmaringen après s'être engagé sur le front de l'Est dans les Waffen-SS. Si on conserve la distinction à laquelle je tiens entre collaborateurs et collaborationnistes, si les seconds réunissent ceux qui intellectualisent, qui théorisent la collaboration avec l'Allemagne, qui n'est pas n'importe quelle Allemagne, l'Allemagne nazie, donc sur modèle national-socialiste, à ce moment-là, il faut bien voir que chez les collaborationnistes, qui sont non pas une poignée, mais qui sont minoritaires au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui est la collaboration de fait, par opportunisme, tout ce qu'on veut, avec des arrière-pensées. Le mieux, ce serait que les soviétiques et les Allemands s'entretuent, voilà, on s'en sortirait comme ça. Ça, c'est de la collaboration. Le collaborationnisme, c'est quelque chose qui a une ambition théorique et qui permet à des intellectuels, puis à des militants, qui sont souvent originaires de la gauche. Quand je dis souvent, la plupart des collaborationnistes n'ont pas d'antécédents repérables avant 40, donc on faut rester un peu prudent. Certains ont un antécédent clairement d'extrême droite, on en trouve beaucoup chez les miliciens, etc. Mais la proportion de ceux qui ont un antécédent de gauche pacifiste, par exemple, ou variante, pas contradictoire d'ailleurs avec le pacifisme, de gauche socialiste nationale. Parce que Déa, c'est ça. Déa, c'est un sociologue, c'est l'espoir de la sociologie française, quand même le rappeler, c'est pas n'importe qui a un système déjà, et qui considère, à partir d'un certain moment, qu'il faut rompre avec l'internationalisme du socialisme. D'ailleurs, Blum dira, je suis absolument effrayé par cette évolution, et il ira jusqu'à intégrer à la fin, par solidarité avec l'Allemagne, des éléments antisémites qui ne figurent pas dans son programme initial. Doriot, c'est une variante communiste de ça, c'est-à-dire que Doriot, c'est quand même l'espoir du Parti communiste, le numéro 2, l'idole des Dionysiens, des habitants de Saint-Denis, etc. C'est pas un nazi de base au départ. Des maires de Saint-Denis. Voilà, mais c'est un leader populaire, pour ne pas dire populiste, et qui, à partir du moment où il rompt avec le Parti communiste, il rompt avec le Parti communiste, entre parenthèses, parce qu'il a eu raison trop tôt, puisqu'il a prôné une alliance avec les socialistes qui sera le Front populaire. Mais donc, à partir de ce moment-là, il est honni par Moscou et il va honnir Moscou.
Et sa radicalisation va le conduire à adhérer, on peut dire, au national-socialisme sous l'occupation, jusqu'au bout, en y intégrant. C'est tout à fait intéressant de voir chez Déa, chez Doriot, dans leurs journaux, dans leurs partis, arriver les thèmes antisémites. Peut-être un petit peu plus rapidement chez Doriot que chez Déa, mais enfin, tout le monde finit par y passer. C'est tout à fait impressionnant. Alors, ça veut dire que dans la France, je dirais, standard, ce type de voix n'est pas très audible. Hein. Mais dès qu'il s'agit de prôner la collaboration, il est évident que la question de l'antisémitisme, parce qu'il ne peut s'agir que d'antisémitisme, est posée et résolue positivement, c'est-à-dire, oui, il faut intégrer au programme et à l'action la haine du juif. Alors après la guerre, c'est le dernier acte de votre ouvrage, vous dites qu'il y a une période un peu... on peut penser que pour les Juifs, tout ça est derrière eux, que la Shoah a créé un tel choc que plus personne en Europe n'ose se revendiquer de l'antisémitisme, que l'État d'Israël en 1948 vient d'être créé, et que donc les Juifs se disent leur situation n'a jamais été meilleure finalement, au moins depuis l'Antiquité. Et pourtant, l'antisémitisme, l'antisionisme va se frayer son chemin. Alors, par quel moyen ? Alors, d'une certaine façon, c'est une tragédie qui se répète. Remontons un peu plus haut. Au XVIIIe siècle, on pouvait penser que c'était bon. Tolérance croissante, lumière, même dans les milieux juifs, l'idée qu'on pourrait faire une synthèse entre les Lumières et la pensée juive. Et puis patatras, antisémitisme. Et c'est un peu ce qui se produit à partir de 1945. Bon, effondrement du modèle fasciste. Ça va au-delà. L'une des dates les plus importantes pour moi de l'histoire de l'humanité, c'est l'ouverture des camps. C'est-à-dire, pas concrètement l'ouverture, le fait que on ne peut pas dire je ne sais pas. En tous les cas, là, il y a une vraie question qui est posée. Le programme d'extermination a été poussé jusqu'à ce point, et la conscience publique internationale, appelons-la comme ça, est confrontée à ça. Bon, ça joue un rôle important dans la construction internationale, pas sioniste, mais internationale de l'État d'Israël. Dans un premier temps, on peut dire que effectivement, cet État, malgré tout, et il y a déjà du malgré, parce que dans les pays arabes, bien sûr, malgré tout, va être accueilli. Donc c'est bon. Eh bien non, c'est pas bon. Puisque la logique géopolitique reprend de plus belle, et on voit bien que, par exemple, les épaves de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale vont pouvoir se reconvertir dans le soutien aux pays arabes. Parce qu'il y a deux reconversions pour l'extrême droite antisémite. C'est de se retrouver pro-israélienne en disant ce sont quand même des Occidentaux face à... Mais il y a aussi l'autre tendance qui considérera, alors y compris à gauche, que, effectivement, une fois de plus, les Juifs deviennent des acteurs malfaisants de l'histoire contemporaine. Et oui, et donc là, Israël se retrouve un peu sur la ligne de fracture de la guerre froide. Entre d'un côté l'URSS qui va soutenir les pays arabes, de l'autre les États-Unis qui soutiennent Israël. Et donc, voilà, c'est aussi une façon de sous couvert d'anti-impérialisme, eh bien, on peut aussi recycler de l'antisémitisme de cette façon. D'autant plus que, et ça a été perçu à l'époque, mais surtout bien exploré depuis, le stalinisme avait fini par confiner à l'antisémitisme à travers le complot des blouses blanches et quelques autres épisodes. En d'autres termes, vous aviez des logiques culturelles profondes qui avaient fini par ressurgir. Donc ça, on peut considérer que c'était, d'un point de vue bolchevique, trotskiste, par exemple, c'était une aberration, mais ça, c'était quelque chose résolu par la mort de Staline, la déstalinisation, tout ce qu'on voulait. Ben non, parce que vous avez prononcé le mot essentiel, l'anti-impérialisme. Donc les sionistes apparaissent comme des complices d'un impérialisme occidental qui est la force négative des nouveaux temps.
Ce qui veut dire que périodiquement, vous aurez des radicaux de gauche, des gauchistes, comme on dira beaucoup dans les années 60-70, qui auront les yeux de chimène pour le mouvement palestinien, considérant que c'est typiquement le mouvement, certes national, mais ce n'est pas la dimension nationale qui est importante, le mouvement des dominés, pour ne pas dire des prolétaires, mais en tous les cas des dominés, qui réunit le maximum de qualités autour de lui. Donc vous aurez des radicaux allemands, à l'époque de la bande Abadère, etc., qui pourront déjà prendre contact avec les mouvements palestiniens, qui sont à l'époque, bien entendu, des mouvements laïques, voire matérialistes. Voire certains marxistes ou marxisants, comme le FPLP de Georges Habash. Absolument, d'où une surreprésentation des chrétiens dans ces premières générations de gauchistes arabes, hein, bien entendu. Et le Baas que vous mentionniez tout à l'heure, effectivement, se veut panarabe et socialiste. Mais jusqu'où son antisionisme, qui est incontestable d'emblée, hein, puisque le sioniste, c'est un occupant, c'est un nouveau franc, etc. Jusqu'où cet antisionisme va-t-il? Est-ce qu'il va jusqu'à l'antisémitisme? On pouvait, à mon avis, d'un point de vue d'historien, rester prudent. Hein. Mais grosso modo, de génération en génération, on a vu premièrement le mouvement national palestinien s'islamiser. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on voit ressurgir la logique anti-judaïque. Et puis, d'autre part, la géopolitique a aggravé considérablement les enjeux. Vous avez une puissance régionale dont on sait au moment où nous parlons qu'elle est, non pas maîtresse du jeu, mais en tous les cas maîtresse de la radicalisation ou pas sur le terrain, c'est l'Iran. Oui. Donc vous avez peu à peu dans ma jeunesse lointaine, certes, mais enfin, l'Iran se présentait comme un pays presque en voie d'occidentalisation à l'époque, du Shah, oui. à l'époque du Shah, etc. Aujourd'hui, les repères ont violemment changé. Et ils vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que le juif cumule les deux autres haines précédentes. Il est juif d'un point de vue religieux et il est sémite parce qu'il est complice du capitalisme occidental, de l'impérialisme, etc. Et pour terminer, ce qui, moi, me frappe, c'est de voir quand même partie de la gauche, l'extrême gauche notamment, le NPA, qui soutient... qui n'a pas attendu une journée pour faire un tract soutenant ce qu'on peut appeler les pogroms menés par le Hamas, le LFI qui refuse de condamner ou qui condamne de façon très ambiguë en refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, Madame Obono qui le qualifie même de mouvement de résistance, faisant appel à l'imaginaire de la résistance française, qui n'a jamais décapité d'enfants, je crois. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas là un Rubicon ou une nouvelle étape qui est franchie du côté d'une partie de cette gauche qui vire dans le populisme et qui est en train, j'ai l'impression, de dériver vers une forme d'antisémitisme? On l'a bien compris depuis le début de notre conversation, il y a quand même une généalogie d'une haine du juif de l'extrême gauche, oui, qui n'a jamais complètement disparu, y compris dans des formes de collaborationnisme qui se prétendaient d'extrême gauche, il ne faut pas l'oublier. Bon. Mais par ailleurs, il y a la géopolitique. Alors, il y a la géopolitique sur le terrain, c'est-à-dire que pour diverses raisons, on va choisir un camp du terrain contre un autre. Et puis, il y a la géopolitique à l'intérieur de la France. Et je pense que la France insoumise, le NPA, etc., doivent considérer aussi qu'ils vont pouvoir s'implanter dans certaines parties de la population française par ces prises de position, pour simplifier, pro-palestinienne, voire parfois encore plus éloignées, pro-Hamas. Je pense que c'est une considération aussi de politique intérieure qui intervient, ce qui rend particulièrement dangereuse la situation aujourd'hui, bien entendu. Monsieur Horry, merci d'avoir accordé cet entretien. On peut donc retrouver votre ouvrage de la haine des Juifs dans toutes les bonnes librairies. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur la chaîne YouTube de Radio Shalom ou sur la mienne, d'Art et d'Histoire, avec un S à Art et un S à Histoire. Merci beaucoup. Merci à vous.